Moi, c'était la solitude de début de thèse et le fait de pas tout de suite trouver un rythme sain en termes de travail. Parce que bon, j'ai passé les premiers mois de ma thèse, en fait, enfermé dans mon appart à bosser. Alors pas forcément beaucoup, mais juste enfermé, déjà, c'est pas une bonne idée. Et en fait, j'ai fait un burn-out. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Spot IAE. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans un nouvel épisode de podcast pour une série ITV et nous recevons aujourd'hui Nathan Rizzuto et Calypso Coudeville pour discuter autour du thème de la thèse. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux, nous dire un peu qui vous êtes et... Alors du coup, Nathan Rizzuto, je suis doctorant en aménagement régional à l'université de Lille, au sein du laboratoire TVES, et je suis aussi chargé de cours en géopolitique ici à l'IAE de Lille. Et moi, donc, Calypso Coudeville, je suis actuellement en quatrième année de thèse en management stratégique. Je suis actuellement sur un contrat d'ATER, donc attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ici à l'IAE de Lille. Voilà. Ok. Et quel a été votre parcours avant d'être thésard? Par quelle voie êtes-vous passé? Qu'est-ce que vous avez fait? On peut commencer par vous, Calypso. Alors moi, j'ai commencé avec un parcours, pas, qui amène pas du tout à la thèse normalement. Donc j'ai commencé avec un BTS, négociation relations clients. Donc j'ai quand même un parcours très, très pro. C'est pour ça que je dis que c'est pas normalement la voie royale pour faire une thèse, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait un BTS, en alternance et ensuite, à la suite de mon BTS, je suis rentrée en licence, ici, à l'IAE. Donc la licence qui était MSG, c'est l'ancêtre de ce que vous avez, management et stratégie ici maintenant. Donc j'ai fait cette licence et après j'ai fait un master MBU, ici à l'IAE également, et j'ai fait l'ensemble de mon parcours en alternance et à la fin de mon master MBU, je me suis rendu compte que j'étais intéressée par les thématiques de recherche et par, l'idée de faire un doctorat et du coup, pour ce faire, j'ai, refait un autre master, un master recherche puisque nous on a besoin de faire c'est encouragé en tout cas de faire un master recherche pour pouvoir continuer en thèse. Donc j'ai fait le master CREMS, conseil recherche en management Ok. ici, avant d'enchaîner avec la thèse. Donc pas mal d'années d'études avant la thèse quand même. Pas mal d'années d'études, mais comme En en alternance, ouais. alternance, donc c'était un parcours quand même assez pro. Ok. Et vous, Nathan, de votre côté? Alors du coup, j'ai rejoint Sciences Po Lille en fait en première année de licence, donc en 2016. J'y ai fait toute ma scolarité, à l'exception de la troisième année de licence où j'étais en Erasmus en Allemagne. Donc pendant cette licence-là, je me suis plutôt spécialisé en affaires européennes. Là où, à partir du master, j'étais plutôt sur une approche diplomatie et relations internationales, c'est-à-dire plutôt sur les métiers des affaires étrangères. Et pendant mon master 2, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage, donc de quasiment un an, à la préfecture de la région Hauts-de-France. Et en fait, c'est plus par l'intermédiaire de la thématique qui allait devenir la thématique de mon sujet de thèse que je me suis dirigé vers la recherche et moins par l'appétence première pour les activités de recherche en général. Donc ça, c'était en 2020-2021. Et donc j'ai monté mon dossier de thèse pendant l'année de master 2 et je suis arrivé en première année de thèse à l'université de Lille en toute fin de l'année civile 2021, du coup à partir d'octobre. Donc pour tous les deux, c'est plutôt un sujet qui est venu tard un peu sur la table. C'était pas au début de vos études quelque chose que vous aviez déjà décidé ou pensé. La thèse, c'est arrivé un peu plus tard finalement. Ou c'était Alors déjà... oui, moi, c'est arrivé beaucoup plus tard parce que, je pense que vous le savez bien et c'est d'où l'intérêt de faire ce podcast. En tout cas, dans les études en management et ici à l'IAE Lille, les étudiants ne savent pas qu'on peut faire une thèse en gestion, qu'on peut faire une thèse en management, qu'il y a certains de leurs interlocuteurs au quotidien qui sont enseignants-chercheurs. Donc il y a une grosse méconnaissance et un gros flou par rapport à ça. Et donc moi, j'ai découvert qu'on pouvait faire une thèse en management. Je crois que j'étais en master 1. Bon, là, on essaye dès la licence d'expliquer aux étudiants que ça existe. Mais il y avait une méconnaissance qui est encore aujourd'hui et qui était mon cas à ce moment-là. Donc je m'en suis rendu compte, oui, en deuxième année de master MBU. Ok. Et de votre côté? Ouais, Ouais. exactement pareil. Il y a un vrai problème de méconnaissance finalement de ce qu'est une thèse de doctorat. C'est, je pense, valable pour à peu près toutes les disciplines en sciences humaines et sociales. Et le problème, du coup, c'est qu'on a une vision qui est très étriquée. Donc, soit la thèse qui est la voie unique pour devenir enseignant-chercheur, soit pas de thèse du tout, sans Mm, avoir mm. la possibilité de prendre en compte toutes les opportunités auxquelles une thèse peut donner accès. Donc du coup, ça a effectivement été quelque chose d'assez tardif et qui est d'ailleurs plus passé par le thème de ma recherche que par Ouais, l'appétence directe de la l'appétence recherche. directe. Ouais. Et quelles sont les étapes pour arriver jusqu'à une thèse et jusqu'au choix du sujet ou peut-être les grandes étapes de la thèse?
Comment vous pouvez un peu me présenter, finalement, est-ce qu'on rentre comme un master, c'est une rentrée comme habituellement ou est-ce que ça change? Le problème, c'est qu'il y a pas un seul parcours, en fait. Ça dépend, alors des profils de chacun. C'est aussi beaucoup une question de chance parce que, il y a des thématiques, qui, d'une année sur l'autre n'auront pas forcément le même, disons la même attractivité, pour un laboratoire de recherche ou pour une école doctorale. Donc en fait, en général, les grandes étapes ou plutôt les grands prérequis pour pouvoir devenir doctorant, c'est de trouver une direction de thèse, déjà. De trouver cette direction en ayant déjà en tête un projet de recherche qui est quand même assez structuré. Donc on n'arrive pas avec, simplement un vague brouillon, mais avec quelque chose qui est déjà un peu mûri. La question du financement aussi, puisque c'est, à titre personnel, je trouve quasi criminel de demander à d'avoir des directeurs de recherche qui, recrutent des doctorants qui ne sont pas du tout financés, donc qui n'ont aucune sécurité financière pendant les années de leur thèse. Et puis, après tout le processus qui va être celui en interne à l'université du recrutement. Donc recrutement dans un labo, recrutement par une école doctorale et puis, ben, voilà, la jungle de l'inscription académique qui est, comme on le sait tous, un moment fort dans une vie. Ouais. Et pour vous alors, ça a mis combien de temps de trouver, un directeur de thèse, de mûrir un peu ce projet finalement, après votre master? Est-ce que c'est long ou est-ce que finalement ça s'est fait assez rapidement? Moi, c'est ce que tu disais, je pense que c'est aussi une question de chance et qu'il y a des parcours qui vont être complètement différents. Moi, donc comme j'ai expliqué dans mon parcours, je suis un bébé de l'IAE, je suis un pur produit de l'IAE. Mmh. J'étais ici depuis ma licence et je suis encore ici en doctorat. Donc ça j'ai eu des enfin, ça a été plus facile pour moi puisque, j'ai fait le master recherche. Dans le cadre du master recherche, on nous prépare vraiment beaucoup, au doctorat. Je pense que c'est important je comprends pourquoi ils demandent que ce soit obligatoire puisque voilà, en termes de méthodologie, d'épistémo et cetera, surtout si on a un parcours comme moi, assez pro et en alternance avant, ça a été assez utile. Mais du coup, j'avais une bonne relation avec les équipes qui sont aujourd'hui mes collègues, qui sont aujourd'hui mes directeurs de thèse. Le Ma directrice de thèse, donc Vanessa Warnier, et mon directeur de thèse, Benoît Demille. Donc, c'est des personnes que j'avais en cours depuis Mmh mh. des années, donc je les connaissais déjà. On a pu travailler vraiment mon sujet, qui était initialement mon sujet de mémoire de master recherche, qui est devenu ensuite mon sujet de thèse. Donc, en fait, ça a été vraiment un accompagnement En fait, c'était un accompagnement avec des gens que je connaissais déjà, en qui j'avais déjà pleinement confiance. L'équipe autour d'enseignants-chercheurs, je les connaissais déjà. Les doctorants, je les connaissais déjà. Donc, en fait, j'avais vraiment beaucoup de chance. Et je pense qu'en effet, c'est beaucoup plus difficile quand on arrive dans un environnement où on doit démarcher, on doit trouver un sujet, etc. Moi, ça s'est fait au fil de l'eau et j'ai eu de la chance. C'était plus une poursuite, Exactement. vraiment d'études. OK et Alors contrairement à Calypso, moi ça a plutôt été une rupture ou une espèce de virage à 180 degrés, parce qu'en fait, j'ai rencontré mon directeur de thèse par l'intermédiaire d'un enseignant que j'avais eu à Sciences Po Lille, qui est d'ailleurs devenu mon co-encadrant de thèse, donc un second membre finalement de l'équipe de direction de recherche. Et ce directeur de recherche que j'ai donc rencontré, toute fin de l'été, début de l'automne 2021, on s'est très rapidement liés, on s'est très bien entendus, ça a vraiment très bien matché. En plus, il était, jeune, habilité à diriger des recherches, donc il avait eu non pas son diplôme, mais disons le titre HDR depuis très peu de temps, donc il n'était pas complètement désabusé vis-à-vis de l'exercice. mmh. Il a toujours cette fraîcheur et ce dynamisme d'encadrement, qui est, tout à fait appréciable. Et du coup, c'est ensemble, même si on se connaissait depuis très peu de temps, qu'on a monté le projet en fait sur toute mon année de master 2, où j'ai donc construit le sujet. On a fait des demandes de financement. J'ai obtenu un financement de la région Hauts-de-France qui couvrait 50 en fait du coût du contrat doctoral pendant une période de 3 ans. Et donc du coup, ça a été un peu voilà, ce processus-là qui a permis par la suite, de pouvoir, prétendre à rentrer, au laboratoire où je suis actuellement et devenir doctorant, formellement. Et donc vous parlez d'accompagnement, d'encadrement, tout ça. Qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui est plutôt optionnel, mais qu'on peut quand même, décider d'avoir? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des règles strictes ou est-ce que c'est assez ouvert sur ce point-là? Sur la question de l'encadrement, en fait, il y a 2 situations. Soit la situation d'un doctorant qui va voir, un potentiel directeur de recherche et qui lui propose un sujet, soit des directeurs de recherche qui produisent eux-mêmes finalement des sujets sur lesquels des doctorants peuvent travailler, et qui, en fait, émettent un peu des appels à manifestation d'intérêt avec des candidatures envoyées par de potentiels doctorants. Donc de facto, j'allais dire qu'il y a un peu cette double dynamique de, le sujet choisit son doctorant, le doctorant choisit son sujet, mais aussi le doctorant choisit son directeur et le directeur choisit son doctorant. Il y a un peu cette espèce OK. de, Un je vais pas dire échange, d'appel de ouais. vocation, mais d'échange, voilà, d'échange de bonnes pratiques.
Donc c'est, je pense, beaucoup aussi dans le contact humain avec, la direction potentielle et puis dans l'appétence qu'on peut avoir pour un sujet, si on propose un sujet évidemment, c'est le sien, il y a un peu son côté, son petit bébé, donc on y est attaché. Si on répond à un appel produit par un directeur de recherche potentiel, il faut quand même avoir une certaine appétence pour la question, ouais. OK. Après, je rajoute juste que, en fait, peu importe l'une ou l'autre des dynamiques, le sujet sur lequel vous allez travailler au départ, ce sera pas celui sur lequel vous allez travailler à l'arrivée. Donc, en fait, le Mmh. sujet va tellement évoluer. C'est vrai que c'est, je pense, mieux. Enfin, moi, j'ai eu la chance de choisir sur quoi je travaille. Je pense que voilà, moi, c'est ce qui me correspondait, c'est qui me convenait. Mais après, ça peut arriver, en effet, d'avoir des appels à projets, justement, quelque chose qui va vraiment vous parler, qui va être vraiment sur des sujets qui vont être intéressants. Donc, en effet, il y a les deux dynamiques. Et justement, en parlant de sujets, est-ce que vous pouvez présenter un peu vos sujets et les étapes par lesquelles il est passé, sans rentrer trop dans les détails, mais de quoi vous êtes parti et où vous en êtes maintenant finalement? Alors, moi, je travaille sur, en fait, comme je disais, mon sujet, c'est un peu la continuité de ce que j'ai fait en mémoire de master recherche. Mon mémoire de master recherche, il était sur, la résilience organisationnelle. Donc, très brièvement, moi, je travaille sur les organisations, sur comment une organisation fait pour survivre et s'adapter face à des chocs et des crises. Voilà, théoriquement, un petit peu. Donc j'avais ce mémoire-là, et ensuite, donc avec mes directeurs de thèse, où, comme je le disais, ça s'est fait un peu au fil de l'eau et au fil de mon master recherche, de la sélection de mes directeurs de thèse et l'affinement du sujet. Et donc on se dit: «Bon, c'est intéressant la résilience, il y a beaucoup de choses». Il y avait pas mal d'appels, de publications sur la résilience organisationnelle. Et on se dit: «Bon, comment on va faire pour le terrain?» Il faudrait un terrain en crise, puisqu'en fait, la résilience est très liée à des chocs et des crises. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose d'assez conséquent, enfin, pas un coup de vent, quoi. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui va Mmh. vraiment bousculer une turbulence face aux organisations. Et là, le Covid arrive. Donc, malheureusement, mais en même temps, moi, ça me fait quand même pas mal d'opportunités Opportunité, en ouais. termes de terrain de recherche, puisque du coup, il y a pas mal d'industries et de secteurs qui sont mis à mal. L'industrie de la culture, la restauration, le tourisme, enfin pas mal de choses. Et du coup, moi, je me suis dirigée vers le secteur de la restauration et plus particulièrement de la haute gastronomie. Moi, je travaille sur la haute gastronomie française et comment les restaurants étoilés au guide Michelin se sont adaptés face à la crise du Covid. Donc, voilà sur quoi j'ai travaillé, puisqu'en fait la restauration, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à ce moment-là, il y avait beaucoup dans les médias, ils essayaient de faire de la vente emportée, des food trucks, des marchés, ils essayaient un peu de se réinventer. Donc en fait, comme moi j'ai une approche business model, je regardais un petit peu comment évolue le business model de ces entreprises-là. Donc voilà comment s'est fait mon sujet, et là elle est presque rédigée. Ah, bon, bah, tant mieux. Voilà. Et de votre côté? Alors de mon côté, du coup, c'était parti de mon expérience de stage à la préfecture de la région Hauts-de-France et en fait, d'un constat assez simple, puisque je travaille sur la transformation de la frontière entre la France et le Royaume-Uni post-Brexit. Donc l sur la question de la modalité justement d'adaptation de cette frontière à une crise qui est quand même une crise assez inédite, en ce sens qu'il s'agit d'un cas unique de ce qu'on appelle une refrontiérisation dans l'Union européenne, puisqu'en l'occurrence, c'est un pays qui quitte l'Union européenne et une frontière interne qui devient une frontière externe. Et la question qui était posée, c'était, à la fois la question de l'aménagement de cette frontière, empiriquement, physiquement, comment est-ce qu'une frontière se transforme? Est-ce que visuellement, il y a quelque chose qui change? Et puis la question, et ça rejoint un peu finalement les stratégies, des organisations, puisque c'est aussi la question de l'adaptation des acteurs, acteurs économiques, mais aussi, collectivités territoriales et acteurs de l'État, à cette nouvelle donne, côté britannique et côté français. Donc finalement, le processus que j'ai suivi était moins un processus de, changement ou d'évolution du sujet qu'un processus de précision, des thématiques et notamment sur une grille d'analyse en fait, que je propose autour de cette refrontiérisation et une sélection qui a été difficile à réaliser mais, dont je suis venu à bout, des cas d'études que j'allais étudier, et de la zone géographique que j'allais couvrir. En l'occurrence limitée au détroit du Pas-de-Calais, donc département du Nord, département du Pas-de-Calais et puis, comté de Kent côté britannique. D'accord. Et hem et est-ce que c'est difficile face à vos sujets, de rentrer vraiment, enfin de rencontrer les bonnes personnes au-delà de la littérature, de ce qui se dit, d'accéder aux personnes concernées, au terrain finalement? Bah, comme dirait, Édouard Baird dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre, c'est avant tout une question de rencontre. C'est effectivement une question de rencontre.
Parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi une grosse opportunité qui est celle de liens qu'on arrive à tisser avec certaines personnes par rapport à des expériences passées, mais aussi au fur et à mesure, en fait. Est-ce que le feeling passe ou pas avec des personnes qui pourraient être des personnes ressources? Est-ce qu'on arrive à rencontrer certaines personnes par l'intermédiaire de certains de leurs collègues qui va donner une certaine légitimité à notre approche en tant que chercheur? Parce que finalement, on passe par des canaux que les gens connaissent déjà. Donc il y a aussi un peu cette question-là. Le problème en réalité, par exemple dans mon cas, qu'il s'agisse du contact avec par exemple des administrations de l'État assez sensibles, je pense aux douanes, la police aux frontières, ou même certaines collectivités, plus sur des plans stratégiques, stratégie de développement économique. En réalité, il n'y a pas eu trop de difficultés dans la prise de contact. Non seulement les gens ont été réceptifs, mais aussi assez, assez intéressés et puis assez enjoués par la démarche de recherche. Et même côté britannique, finalement, de voir un Français qui s'intéresse à ce qui se passe, en tout cas pour un certain nombre de mes interlocuteurs, ça n'a pas été forcément un frein. Et ils ont plutôt été assez cash ou assez directs. Donc j'ai pu aussi amasser de la donnée sur le sujet. Donc finalement, non, il n'y a pas eu trop de difficultés en matière de prise de contact. Et de votre côté, Calypso, c'était parce que ça reste un secteur un peu fermé, on peut se dire, la grande restauration, ce genre de Alors, secteur-là? justement, c'est vrai que, ça a été un sujet assez rapidement avec mes directeurs de thèse de se dire: «Ouh là, OK, le sujet est enfin le terrain empiriquement c'est intéressant, mais comment on va faire pour avoir, contact avec ces personnes?» Bon déjà ce qu'il faut savoir c'est que, on a ce qu'on appelle des données primaires et des données secondaires. Donc données primaires, des entretiens, des observations et données secondaires, donc ce qu'on va retrouver dans les journaux et cetera, les médias. Moi, j'avais de la chance parce que sur les, réseaux sociaux et dans les magazines gastronomiques, entre 2 et 3 recettes, il y avait quand même pas mal de choses à attirer, au niveau stratégie. C'était quand même assez intéressant. Donc j'ai à peu près 400 analyses d'articles, plus, je sais pas combien d'analyses des réseaux sociaux. Je suis rentrée un petit peu par là et en fait, ensuite, j'ai une anecdote un peu assez rigolote par rapport à ça. C'est qu'au début, j'envoyais des mails, j'appelais, mais en fait, dans les restaurants étoilés, les personnes qui traitent, ces fameux mails, c'est les serveurs, le staff, les personnes qui gèrent l'accueil, et c'est jamais le chef. Et en fait, les chefs dernièrement, et surtout avec le Covid, sont devenus des personnages publics qui ont énormément alimenté leurs réseaux sociaux, leurs comptes Instagram, qui sont très suivis, notamment avec l'émergence de Top Chef, Masterchef, etc. Donc en fait, j'ai commencé à les contacter directement sur Instagram en message privé. Et là, j'ai eu un taux de réponse vraiment quasiment de 1/3 et en plus ça donnait quelque chose d'assez informel, ça donnait quelque chose d'assez, je vais pas dire longitudinal, mais où on pouvait se donner un Mmh. petit peu des nouvelles, les gens répondent assez facilement et cetera. Et donc en fait, presque tous mes entretiens, j'en ai fait 40, je les ai eus, en envoyant des En messages sur réseau, ouais. Instagram. Mmh. Ça donne des idées pour pour nos mémoires, pour Ah les ouais. étudiants. Maintenant, on va s'intéresser plus au quotidien d'un thésard. Vous êtes plutôt sur la fin, si je comprends bien, ou milieu fin, pas au début en tout cas. Hem, Vous faites des choses à côté, c'est pas enfin, votre quotidien n'est pas, tourné essentiellement sur la thèse. Vous êtes prof de géopolitique, ici. Finalement, comment se crée le quotidien d'un thésard? Est-ce que, je suppose qu'à des moments, on en a un peu marre de son sujet? Comment on arrive à tenir? Comment ça se passe finalement? La grande question, le grand tabou du thésard. La thèse, c'est une vie en soi, dans le sens où il y a un rapport au sujet qui est un rapport qui est intime, qui est très émotionnel, parce que c'est notre sujet. Voilà. Alors c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que la recherche, c'est avant tout une aventure collective, mais chacun s'approprie quand même son sujet. C'est mon sujet, c'est mon bébé, c'est à moi, quoi. Il y a ce côté-là. Et je ne sais pas si c'est aussi ton cas, mais quand on voit quelqu'un d'autre qui travaille sur le même sujet que nous, on se dit c'est chouette, ça enrichit le sujet, mais quand même, il bosse sur mon sujet. Bon. Donc il y a un petit côté égo qui est assez difficile à gérer et en fait, c'est la même chose avec la difficulté à s'arrêter ou à se dire stop à certains moments. C'est-à-dire, il y a des moments où on travaille, c'est très bien, il y a des moments où on doit ne pas travailler parce qu'on doit prendre soin de soi aussi. Le quotidien du thésard, ça n'existe pas parce qu'en fait, il y a pas une seule journée qui ressemble à une autre. Donc typiquement, ma journée d'hier n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui et n'aura vraiment rien à voir avec celle de demain. Donc la question qui se pose, c'est plutôt celle, je veux dire de tâches de plus ou moins long terme Mmh. finalement, parce que la thèse, ça reste de la gestion de projet, hein, in fine, et des choses à réaliser sur un temps relativement long. Donc si je vous donne l'exemple, des projets à l'heure actuelle, que j'ai en souffrance, bon, la thèse évidemment. Donc j'ai enseigné à l'IAE le semestre dernier, j'enseigne la géographie et l'urbanisme à la faculté, des sciences économiques territoriales des territoires à anciennement, Lille 1, cité scientifique.
Bon, j'ai 2 projets d'articles en souffrance, 2 projets de communication également, je préside une association à côté aussi. Donc vous voyez, il y a aussi le besoin d'avoir, y compris en dehors, des activités professionnelles, même si elles sont très lourdes, autre chose qui permet vraiment de faire respirer. Il faut faire du sport, il faut avoir une vie privée et ça, c'est essentiel à côté de la thèse. Vous ressentez la même chose? Ouais, Ouais. je rejoins complètement ce que tu dis. Moi, je pense que ben là, j'arrive vers la fin. Enfin, on envisage une soutenance au printemps, donc c'est dans pas si longtemps. Et je pense que tout le monde a un peu des hauts et des bas. Et en fait, je pense qu'il y avait un moment où je travaillais vraiment beaucoup et c'était plus du tout productif. En fait, je sais pas ce que c'était, mais c'était un espèce de trou dans lequel j'étais. Et c'était pas forcément super productif. Là, je me suis vraiment imposé une cadence et des horaires. Bon, après, moi, j'ai la chance de pouvoir organiser mon emploi du temps. Par exemple, donc moi, j'enseigne également ici à l'IAE, je suis prof de management d'équipe, de stratégie, de méthode Cali, j'encadre des mémoires, j'encadre des alternants, enfin, je fais d'autres activités. Ça permet aussi un peu de respirer, de faire autre chose, etc. Là, j'ai quasiment fini, j'ai donné tout mon service au premier semestre. Donc là, je me consacre essentiellement sur la thèse puisque enfin, C'est la le fin. dépôt et la soutenance approchent. Et en parallèle, oui, je pense que c'est vrai que c'est bien de le dire parce qu'on a l'impression que la thèse, c'est Un peu je reste fermé et je enfermée reste chez dans mon moi à sujet, ouais. produire, un nombre de pages. Mais en fait, il y a quand même beaucoup de choses derrière, et notamment, en effet, les projets de publication, les projets de communication et cetera qu'il faut, qui sont un peu indispensables, hein, en plus, donc il y a pas mal de choses. C'est pas juste, juste la production du bouquin à la fin, quoi. Vous pouvez détailler un peu ce que c'est un projet de communication et projet, d'article, il me semble? Ou Oui, alors, en fait, vous avez, donc, votre thèse et en fait, très rapidement, en tout cas, je vais parler pour moi, on m'a dit: «Bah, il faut aller il faut aller en conférence, il faut aller en conférence». Donc on nous dit assez rapidement: «Il faut aller en conférence». En fait, vous avez des conférences sur des sujets donnés, donc des conférences nationales et internationales sur des sujets, donc en management stratégique, en entrepreneuriat ou sur des sujets qui vont être moi, j'ai déjà été à des conférences sur, la gastronomie, la restauration, donc vous pouvez avoir une approche théorique ou une approche empirique et en fait, vous devez envoyer une communication, donc souvent c'est un morceau de votre thèse, mais ça peut être quelque chose en plus. Ça peut être écrit seul ou avec quelqu'un, pour, justement c'est en fait l'embryon d'un potentiel article, pour la suite et puis c'est pour vous apprendre un petit peu à voir, ce qui se fait dans la communauté de chercheurs, ce qui se fait sur votre, sujet, pouvoir voir un petit peu comment ça se passe, rencontrer des personnes, potentiellement faire du réseau, apprendre aussi à s'exprimer à l'oral, à expliquer, puisque rester enfermé chez soi à écrire, c'est une chose, mais en fait, il faut quand même savoir un petit peu expliquer ce que vous faites, sinon c'est pas très utile. Et voilà, donc vous répondez à enfin, je sais pas dans quel niveau de détail j'explique, mais La communication, ou même les articles d'ailleurs, il y a aussi comment dire? Ça répond à un impératif qui est la dimension collective de la recherche. Mm. Où finalement chacun travaille de son côté, mais dans l'absolu, tout finit par être collectif parce que vous avez le sacro-saint peer reviewing, hein, comme on dit en bon français, c'est-à-dire finalement de revue ou de correction par les pairs, qui renvoie à l'idée selon laquelle ce qu'un chercheur produit doit aussi passer par la moulinette de ce que ses collègues peuvent en dire, peuvent critiquer, peuvent porter comme regard dessus. Donc une communication, ce sera une critique orale dans un échange en direct. Un article, ce sera à travers une réflexion plus posée, écrite, et probablement beaucoup plus longue. Donc il y a finalement cette espèce de côté gagnant-gagnant où d'une part le monde académique dans son entièreté gagne à avoir les contributions de chaque chercheur et chaque chercheur gagne à produire ce genre de communication d'articles parce que ça lui permet d'avoir un retour critique sur ce qu'il produit. Voilà. Donc vous avez un peu ce côté-là qui est aujourd'hui d'ailleurs devenu aussi un indice de comparaison qualitatif sur les chercheurs parce que plus vous publiez, supposément plus vous êtes un bon chercheur, ce qui est hautement contestable. Et je voulais juste aussi rajouter que c'est quelque chose qui se rajoute donc en plus de la thèse, mais qui est très, très utile pour les doctorants et surtout pour les jeunes doctorants parce que ça vous permet vraiment d'avoir des retours et on est dans un métier où tout le monde est, débordé donc c'est super d'avoir l'opportunité d'avoir des gens qui vous écoutent pendant, 15-20 minutes et qui après vont échanger, avec vous dans des temps formels, des temps informels pour pouvoir justement vous faire des retours puisqu'au début comme je disais, le sujet il évolue énormément. Vous présentez quelque chose, potentiellement même vous n'êtes pas si sûr de ce que vous êtes en train de présenter. Donc c'est hyper intéressant et important d'avoir des retours, d'avoir des feedbacks et puis pour vous un petit peu vous former aux futurs retours et cetera. C'est comme ça qu'on apprend. Je pense que c'est des expériences qui font apprendre énormément. C'est très bien d'envoyer les doctorants là-bas.
Donc finalement, c'est des projets qui vous permettent de rester à la fois dans la thèse, tout en découvrant un peu le monde extérieur et en partageant votre quotidien, enfin votre sujet plutôt. Et ça donne des idées en termes de Aussi, ouais. méthodologie, en termes parce que si on reste enfermé sur son sujet, on maîtrise voilà, une approche théorique, une méthodologie, un terrain. euh, c'est un peu tristoun. C'est quand même assez intéressant de voir ce que les autres font, de lire, d'écouter. Donc c'est très très important et c'est très chouette, je trouve. Et puis sur un aspect purement humain, en fait, c'est une des rares occasions qu'on a pour rencontrer des gens qui bossent sur des thématiques à peu près similaires. Exactement. On parlait tout à l'heure, enfin Calypso disait sur les colloques internationaux, il n'y a pas tant d'occasions que ça en dehors des colloques de rencontrer des collègues britanniques, italiens, Mmh. allemands, qui travaillent sur des thématiques proches ou similaires, quoi. Donc c'est vrai que c'est aussi humainement parlant quelque chose d'assez enrichissant sur la partie communication, moins sur la partie article, de pouvoir participer. Ouais. Donc il y a un vrai réseau finalement qui marche, Oui, il y bien, a aussi ça. Il y a aussi un bien petit côté ensemble, ouais. professionnel et préparation de la suite, on va pas se mentir. Ouais. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler des difficultés que vous avez pu rencontrer, que ce soit au début ou plutôt maintenant? Quelque chose que vous voulez partager, mais qui vous a fait, ressortir peut-être plus fort? Bah, moi, c'était la solitude de début de thèse et le fait de ne pas tout de suite trouver un rythme sain en termes de travail. Parce que bon, j'ai passé les premiers mois de ma thèse, en fait, enfermé dans mon appart à bosser. Alors pas forcément beaucoup, mais juste enfermé, déjà, c'est pas une bonne idée. Et en fait, j'ai fait un burn-out. Donc moi, j'ai précoce en beaucoup de choses, y compris en burn-out visiblement, puisque, voilà, au bout de 4 mois de thèse, j'étais mis en arrêt maladie parce que j'en pouvais plus. J'étais plus capable de penser droit et de travailler, un tant soit peu. Donc alors c'est quelque chose qui fait grandir beaucoup, hein, dire quand on est, plusieurs semaines durant, sur un canapé à trembler d'angoisse face à son travail, on est quand même dans un état un peu, comment dire? Un peu atypique, disons. Donc il y a aussi cette expérience-là qui, m'a permis de comprendre le besoin de faire des pauses, de comprendre le besoin de prendre du recul et de voir la thèse principalement comme du boulot et seulement comme du boulot, hein. On ne joue pas sa vie avec une thèse. C'est rarement le cas d'ailleurs. Donc voilà, je pense qu'il y a plus cet enseignement, un peu côté vieux sage, Ouais. cette expérience-là. Je ça. Et de votre côté, Calypso? Moi, en fait, quand j'ai commencé ma thèse, je pensais que j'allais être confrontée à des problématiques, comme, en fait, comme je disais, je travaillais sur la crise du covid et en fait, je commence donc je me dis: «Bon, c'est quand même une opportunité intéressante» et cetera. 1er confinement, 2e confinement, 3e confinement et là, on se dit: «Ouais, en fait, si le truc dure pendant 10 ans, je fais comment, en fait, pour, terminer?» et cetera. Donc il y avait cette problématique. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la potentielle problématique de: «Est-ce que je vais réussir à avoir le contact avec les gens?» puisque j'ai pas pensé directement à Mmh contacter mh. sur Instagram. Pour moi, je me disais: «C'est un peu enfin, c'est pas comme ça Pas très qu'on pro. voilà». Ouais, voilà, je sais pas pourquoi, pas très pro, alors que finalement, c'est une collecte de données comme une autre, hein. J'avais peur que ce soit ces problématiques-là qui n'ont finalement pas été des problématiques et la grosse problématique à laquelle j'ai été confrontée, c'était, ma difficulté à écrire et en fait, ça, je m'en suis rendu compte tard et pour moi, je me disais: «Bon, bah, je m'étais fait un rétro-planning comme en management de projet», enfin voilà, un petit Gantt, un petit PERD en disant: «Bah, voilà, je fais ça, j'écris tel chapitre là, j'écris tel truc, là, je fais ça, là, je fais mon terrain, là, je fais tel colloque». Sauf qu'en fait, il y a des variables incertitudes dans la thèse qui peuvent pas être anticipé et puis en fait, il y a un temps de maturation, un temps d'infusion des idées, un temps d'apprentissage qu'on peut pas quantifier à l'avance, en fait. Donc là, je pense que ça va mieux, heu, voilà, et ça m'a pris un petit peu plus de temps que ce que je ne pensais. Voilà, donc ça a été assez, douloureux quand même parce qu'en plus c'était ma faute. Je me disais: «C'est pas le covid, c'est pas Mmh les mh. agents qui me répondent pas, c'est pas, je me dis: «C'est J'arrive moi pas à qui mes arrive je n'y objectifs, arrive pas». mmh mh. Mais bon, après, c'est pas grave, de toute façon, là, elle est presque finie, donc est-ce qu'elle est bien écrite? Je ne sais pas, mais elle est écrite, donc c'est déjà pas mal et j'ai eu énormément de soutien, de la part de mes directeurs de thèse, énormément de soutien de la part de mon équipe, des autres doctorants, des maîtres de conférences, des autres professeurs des universités. J'ai eu énormément de soutien et ça, je pense que c'est très important parce que sinon, en effet, on peut rentrer dans une espèce de truc de solitude où, en plus, les gens autour de vous comprennent pas Mmh mh. particulièrement parce qu'ils se disent: «Ouais, Connaissent pas. que enfin, personne se met dans un état pareil parce que tu arrives pas à écrire ta page. Enfin, je veux dire, donc c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, ça a été assez difficile. Ouais, j'étais rentrée un peu dans une boucle où je supportais personne à part les gens qui font ça comme métier. Et du coup, heureusement que j'ai eu beaucoup de soutien de la part de mon équipe à ce moment-là.
Et maintenant, on va parler d'un sujet peut-être dont on parle souvent, l'après-thèse. Finalement, vers quoi vous vous orientez? Est-ce que c'est difficile de se dire après la thèse, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est forcément enseignant-chercheur? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que pour le coup, juste je fais une thèse pour moi et je continue ma voie d'avant finalement? Comment ça se passe? Donc moi, en effet, toujours dans la continuité ou ce que j'ai fait malgré le fait que j'ai un parcours, comme je l'ai dit, assez pro, je suis restée dans une certaine continuité et quand je suis rentrée en master recherche, déjà je savais que je voulais être enseignant-chercheur. Je savais que je faisais ça pour être enseignant-chercheur et je me disais: «Si ça marche pas, c'est pas grave», vu que j'avais 5 ans d'expérience professionnelle, j'allais retourner faire, ce que je savais faire et j'avais beaucoup discuté déjà avec mes directeurs de thèse et avec les maîtres de conférences qui sont ici, dans l'équipe, pour voir un petit peu à quoi ressemblait leur quotidien, ce que c'est qu'une conférence, ce que c'est que produire un papier, quel type de cours, comment ils font et ils m'expliquaient un petit peu et je me disais: «Mais moi aussi j'ai envie de faire ça, moi aussi j'ai envie d'être, Julie Bastianucci et Frédéric Garcia», donc je me disais: «Bon, ben, ils m'ont beaucoup aidée, beaucoup accompagnée. J'avais cette idée initialement et c'est une idée qui m'a pas quittée pendant tout enfin, pour moi, il y avait pas de je me suis jamais laissé d'autres options. Après, on verra quand j'aurai, quand j'aurai le diplôme et quand j'aurai à choisir, voilà. Après, j'ai pas je voudrais être enseignant-chercheur. J'ai pas de enfin, que ce soit dans le privé ou dans le public, enfin, voilà, du moment que j'exerce le métier qui me plaît, c'est ça qui est important. Mais j'ai pas pensé à me diriger dans le conseil ou à faire autre chose, c'est ça mon objectif. Et vous, Nathan, enseignant-chercheur aussi ou autre Absolument chose? pas, c'est Ah. exactement enfin, c'est l'exact opposé de Calypso. Non, c'est assez rigolo parce qu'en fait, en France, on a un peu cette tendance à considérer que le doctorat, c'est finalement la première étape vers les métiers d'enseignant-chercheur et que ça. Mmh. Mais c'est vraiment un travers français parce que typiquement en Allemagne, le doctorat de droit est perçu comme étant le graal absolu pour la haute fonction publique, en dehors de l'enseignement et de la recherche. Et dans les pays anglo-saxons, le doctorat, c'est un diplôme qui sanctionne un degré supérieur d'expertise au-delà du master et qui donne aussi accès à un certain nombre de fonctions très qualifiées et très reconnues au-delà, encore une fois, de l'université. Donc en ce qui me concerne, non, pas du tout, c'est pas du tout le projet. Donc j'aurais plus un peu cette ambition un peu à l'anglo-saxonne finalement de travailler dans là pour le coup des administrations publiques et de mettre à profit et l'expertise et les compétences acquises pendant la thèse. Mais oui, ce serait plutôt l'objectif, plutôt sur les questions internationales. Donc voilà, Quai d'Orsay, think tank en lien avec ces sujets-là. Ça sera à voir aussi. Je ne me ferme aucune porte. C'est pas C'est définitif. pas définitif. Non, il ne faut jamais considérer que les Jamais, choses sont ouais. définitives avec un doctorat. Non, non. Et je me permets aussi de rajouter, en fait, contrairement, je pense, à beaucoup de personnes, moi, j'ai jamais eu trop l'angoisse de ce que j'allais faire après. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée en tout début de thèse, il y a eu une vague de départ de doctorants. Il y en avait 5 ou 6. Tout le monde a trouvé très rapidement et dans le conseil, en école de commerce, monter sa propre boîte grâce aux résultats de sa thèse, rentrer en maître de conférence en université, partir faire un postdoc. Et je voyais tout le monde avec des trajectoires et des chemins complètement différents, mais tout le monde trouvait quelque chose. Donc en fait, ça, pour le coup, j'en avais plein d'angoisse, mais ça n'a pas été la mienne. Parce qu'en fait, en effet, il faut pas du tout se fermer à se dire: «Je vais faire ça et devenir enseignant-chercheur en université, dans mon université», encore plus Ouais. difficile. Donc en fait, il y a plein d'options, et puis il faut aussi laisser un peu, une petite variable insouciance et incertitude pour voir parce on n'a pas toutes les informations, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce que vous auriez des conseils ou des suggestions pour nos étudiants qui sont actuellement en licence ou en master, ou même les personnes qui nous écoutent, des sujets qu'on n'aurait pas évoqués, qui vous semblent intéressants de partager? Bah, moi, il y aurait 2 choses. C'est de se lancer déjà dans une thèse, si on en a envie et si on en a vraiment envie. C'est-à-dire que, la thèse, ce n'est pas comme, un deuxième master qu'on va faire parce qu'on a envie de compléter le premier. La thèse n'est pas à faire par défaut, en fait. C'est pas un parcours qu'on doit faire juste parce que les autres ne nous conviennent pas trop, qu'on ne sait pas quoi faire de sa vie. Donc ça, c'est une première chose et l'autre chose, c'est aussi dès le début finalement de son expérience de doctorant, quand on y est,
d'aller rechercher le contact humain et notamment avec d'autres doctorants. Alors ça dépend des laboratoires, il peut y en avoir où il y a un peu plus de rivalité entre doctorants que dans d'autres, mais le fait de partager avec ses pairs, d'être là dans des dynamiques, que ce soit de travail ou même extra, professionnelles, des dynamiques de soutien, de vie collective, c'est quelque chose d'important. Voilà. Lutter contre la solitude de la recherche, c'est à mon avis un prérequis essentiel dès le début de son parcours doctoral. Merci beaucoup. Oui, moi, je vais aller tout à fait dans cette continuité-là, à dire, si des étudiants, ben, particulièrement ici, mais en fait, n'importe où, allez demander. Les gens, en fait, ils ont pas mal de choses à faire, mais ils aiment bien parler de parler de recherche, parler enfin, voilà, c'est des sujets qui animent puisque en fait, personne ne fait ça, pour s'occuper. Il y a quand même une réelle volonté et passion, d'enseignement et de recherche. Donc en fait, demander aux doctorants, aux jeunes maîtres de conférences, aux professeurs des universités, aux gens qui sont en train de passer des HDR, demandez. Au pire, la personne vous dit j'ai pas le temps, mais en fait, il y a bien quelqu'un qui va vous répondre. Moi, je réponds à énormément de questions là-dessus parce que c'est comme ça qu'on arrive le mieux à se représenter. Et je pense que oui, de demander, de se renseigner, c'est comme ça qu'on comprend le mieux ce qui se passe. Être curieux, ouais, sur le Exactement. sujet. Surtout quand il y a Mmh. des personnes autour qui font ça, quoi. Donc, autant profiter de ces ressources justement Complètement. pour apprendre d'elles. Merci beaucoup pour votre participation, pour toutes ces réponses. On va arrêter là le podcast. J'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve dans un prochain épisode, très rapidement. Merci. Merci à vous.